bonsoir, merci de nous accompagner sur la première. Il est 19h à Pamataï. C'est le temps d'information de ce mercredi 11 janvier 2023. Bienvenue. Voici les titres de cette présente soirée. C'est parti. Du béton au-dessus de chez eux et sur la colline, c'est non, les habitants du Lotus et de Miry voient le projet de ce futur lotissement avec des yeux peu complices. Ils se mobilisent. L'actuelle enquête publique est un moyen de poser leur regard opposé sur le papier. Nous aurons écouté ces citoyens. Pas de bilan à voir, ni de remue-ménage à faire, tourner les têtes, le paracétamol ne va pas manquer en Polynésie. Les difficultés de livraison évoquées en Europe n'arriveront pas jusqu'au Fénois. Cependant, il faudra être sage sur sa consommation de boîtes par ordonnance. Le but, éviter les stockages abusifs. Sur l'écran noir de Nos Nuits Blanches, Duléry fait son cinéma. Le regard dans les étoiles, le rire sur le visage et des textes troussés avec style et humour vont nous embarquer vers le pays de ses idoles. Ils sont des amis de longue durée, un spectacle salué par la critique pendant 3 jours. À partir de vendredi, ce sera à la Maison de la Culture. Antoine Duléry, le voici avec nous en chair et en os, parce que le rire est le propre de l'homme. Nous ferons une pause joyeuse dans notre journal avec cet invité d'exception. Liberté, égalité, hilarité. Notre devise en quelques instants. Merci Antoine, à tout à l'heure. Merci à vous. De la vaillance et une volonté tout-terrain, les jeunes cyclistes de la Fédération tahitienne bravent les éléments. Rien ne les arrête. Le vélo, comme sport courage, à l'image des forçats de la route de jadis. La relève locale est là, elle s'entraîne. Nous le verrons en fin d'édition. Et au-dessus du Lotus, une surface qui fait question, 10 hectares à lotir. Vous le voyez pour 19 parcelles. Eh bien, c'est la mobilisation, car les riverains s'inquiètent. Sur la colline résonne le tocsin de la contestation. Alors que l'enquête publique est en cours, les arguments des opposants s'écrivent noir sur blanc. Questions écologiques, problème de l'eau, ou encore circulation multipliée. Bref, un lotissement polémique. Reportage là-bas sur la colline, Lucille Guichet avec les images du Berliao. C'est une montagne qui n'en finit plus de voir fleurir les maisons individuelles. Au-dessus du lotissement Miry de Punaouia, un projet de 70 lots, un autre de 192 et sur ce versant, le projet Haumana Park, 79 lots. Mais ici plus qu'ailleurs, l'association syndicale du lotissement est vent debout. Elle critique point par point l'étude d'impact qu'elle juge minimisée. Aussi bien donc, le trafic des camions que les déblaiements importants vont engendrer parce que donc, ça représente 200 000 m3 de terre à déblayer. Toutes les conséquences que cela va avoir sur les routes puisque l'accès se fait entre autres par Miry. Les impacts qui vont être sur les nuisances sonores, sur l'ensemble des riverains de cette route principale de Miry. Bien sûr, tout ce qui est environnemental. Actuellement vierge de tout aménagement, c'est le point de départ d'une randonnée vers le mont Marou. La zone de forêt est protégée. Le promoteur prévoit d'en agrandir le parking et de détourner le sentier. Les copropriétaires du lotissement avoisinant se joignent au mécontentement. Les camions de terrassement devraient passer par le Lotus. On s'y oppose complètement parce que le lotissement Lotus est un lotissement clos, à voie privée, où tout l'entretien des parties communes, des réseaux eau et voies de circulation sont à la charge exclusive des propriétaires du Lotus. Le promoteur n'a pas souhaité s'exprimer face caméra, mais il répond par mail. Il assure que le projet a été conçu en concertation avec le pays et la commune. De nombreuses études ont été menées. Les zones vertes de montagne sont préservées. La consultation publique s'achève vendredi. Pour l'heure, aucun permis de construire n'a été délivré. Et vous l'avez noté, ce sont 79 parcelles qui sont concernées par ce projet de lotissement santé-hôpital suite des débats. Après la réunion d'hier et avant le conseil d'administration de demain, les syndicalistes se consultent. L'annonce du gouvernement d'injecter tout de suite 1 milliard est bien sûr au centre de cette réflexion. Grève ou pas, tout est en suspens, d'autant que la CPS vient d'annoncer 2 milliards pour l'hôpital. Éclairage avec Priscilla Amarou. Elle est médecin et elle est responsable syndicale. On parle aujourd'hui au Conseil des ministres, ça a été annoncé une avance par la CPS de 2 milliards. Qui va venir se combler le déficit, en sachant qu'il y a un déficit de l'établissement. Donc avant que nous, on puisse voir la couleur de cet argent va aller combler le déficit. Donc l'argent dont on a besoin pour notre travail au quotidien, on ne le verra toujours pas. Ces manquements qui étaient absolument indispensables au fonctionnement minimum, vraisemblablement, des solutions vont être trouvées. Et ça fait 1 mois qu'on attend. Par contre, vu l'augmentation considérable de l'activité de l'hôpital, la complexité des prises en charge des patients qui ont des maladies très graves, de plus en plus difficiles à soigner, qui demandent beaucoup de personnel et beaucoup de moyens, on avait demandé à l'hôpital des moyens supplémentaires et ça, on ne les aura pas.
Et donc finalement, la situation de détresse des soignants, du personnel et les difficultés pour soigner les patients, eh bien ça ne va pas s'améliorer. Et vous le savez, le budget sera peut-être voté demain. Le personnel sera devant l'hôpital pendant la réunion du conseil d'administration. Pas la peine de se faire des maux de tête pour cause de pénurie de médicaments. Le paracétamol ne va pas manquer ici en Polynésie. C'est une certitude. Il y aura juste un aménagement, pas plus de 2 boîtes par ordonnance. La mission est simple, éviter des stockages de précaution, car là commencerait peut-être le casse-tête chinois. Reportage avec Caroline Fary et Patita Savea. Nous sommes ici chez le plus gros distributeur de médicaments de Polynésie. Avec 50% du marché local, Medipac vend 25 000 boîtes de Doliprane par mois aux pharmacies de Tahiti et des îles. Pour prévenir les pénuries et en cas d'alerte, l'entreprise commande depuis l'Hexagone jusqu'à 8 mois de stock. Tout ça, ce sont des Doliprane, tout ça. Ici, on a l'amoxicilline. De quoi éviter les surprises, car la France, dépendante des pays producteurs, peut se trouver en difficulté. Un des premiers facteurs, c'est qu'on ne produit pas assez ou pas du tout certaines molécules en France. Donc on a besoin de réindustrialiser l'industrie pharmaceutique en France de façon à pouvoir suppléer à nos propres besoins. Ensuite, il y a un marché international de la molécule. Lorsqu'un pays comme la Chine, comme l'Inde, produit une molécule, eh bien, si le pays en question en a besoin pour lui, comme c'est le cas en ce moment en Chine, où il y a beaucoup de pathologies ORL, une explosion de Covid, donc ils vont garder la molécule pour soigner leurs ressortissants. La Polynésie, de par son éloignement, anticipe de façon permanente l'ensemble de sa logistique pharmaceutique dans le privé comme dans le public. Pas de souci du côté de l'hôpital de Taoné, où chaque année, environ 200 000 cachets de paracétamol sont administrés. Si on compare à un hôpital métropolitain qui a 5 jours de stock, parce que la disponibilité est rapide par route, nous c'est par bateau ou par avion, et donc on a en général 2 mois et demi de stock. Ce qui veut dire que les phénomènes de tension que la France métropolitaine ou l'Europe, le monde, peuvent vivre, nous c'est un petit peu tamponné, si je puis dire, par notre quantité en stock. Il n'empêche que pour pallier d'éventuelles tensions, l'Agence de régulation et de l'action sanitaire préconise depuis quelques semaines la vente de Doliprane rationnée à 2 boîtes par personne. Par ailleurs, des alternatives à ces molécules existent, notamment avec les médicaments génériques. Un feuilleton ou presque dans notre journal des nouvelles de l'avion d'Air Tahiti, immobilisé depuis lundi du côté de Rorotu. Eh bien, l'appareil est arrivé aujourd'hui à 14h30 sur le tarmac de l'aéroport de Faa. Direction tout de suite les ateliers de maintenance pour des contrôles techniques. Retour dans le ciel mardi prochain avec le bon de sortie, évidemment. Les élèves et les touristes qui étaient bloqués du côté des Australes, eh bien, ont été acheminés hier par un vol régulier. Bonne nouvelle pour eux. Maeva Boug est partie vers la constellation harmonique où l'attendent désormais les grandes voix d'ici, notamment son amie Esther Tefana. Elle a tant écrit, tant composé que son univers a accompagné tant d'instants de votre vie ce matin. La famille et les amis l'ont conduite à l'Uranie, l'univers, l'indicible et l'espérance. Au revoir Maya et merci pour tout. Culture, Antoine Duléry est un homme plein de ressources. Sa longue carrière parle pour lui. La comédie et le comédien est aussi avec beaucoup de rire et de tendre dans son spectacle qui est à l'affiche du côté de la Maison de la Culture à partir de ce vendredi, et ce pour 3 soirs. Nous le voyons installé dans le salon de Fabrice Lucchini, en fait, une balade dans le monde du cinéma à la sauce hilarante. Antoine, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci d'être avec nous. Alors, comment ça se passe dans le salon de Lucchini ? Ah ben voilà, c'est pour venir voir le spectacle. Effectivement, c'est l'histoire d'un homme qui est moi. Je suis parti de moi-même. Je ne peux pas partir d'une soirée qui se passe chez Fabrice. Ma femme m'appelle tout le temps et je n'arrive jamais à rentrer de cette soirée. Donc là, j'ai rencontré tous ces acteurs à qui je rends hommage en riant, bien sûr. On va même revenir dans le temps, tout ça. Mais effectivement, Lucchini est très présent. Il y a Jean-Paul Belmondo, il y a Daniel Prévost, il y a Patrick Chenet. Enfin, ils sont très nombreux. Il y a Claude Rich, il y a Noiret, il y a Serrault, il y a tous ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier, qui sont là avec moi dans cette soirée qui ne se termine jamais. Et voilà, donc il y a beaucoup de rire, un peu d'émotion, parce que je voulais que ce soit aussi un peu une comédie à l'italienne, si je puis dire, un petit peu potache aussi. Je voulais que ce soit un spectacle qui me ressemble, et je dois dire que je crois qu'il l'est, et que ça me fait très plaisir d'être ici
pour le jouer pour ma première fois à Tahiti. Quand on lit les critiques, on a l'impression que c'est à la fois déjanté et poétique. C'est un peu à l'image de ce que vous êtes alors. Écoutez, ça me touche beaucoup. Déjanté et poétique, ça me va vachement bien parce que c'est un peu ça. Il y a un peu de poésie. Il y a un petit peu de poésie. On rentre dans les films et puis c'est un peu déjanté. C'est un peu, encore une fois, potache. Donc ça me va bien. J'aime bien les trucs qui me ressemblent, c'est-à-dire un peu diversifiés. C'est une espèce de pluie de choses comme ça. Il y a un peu de tout. Alors c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est pas du musical, c'est un peu tout ça mélangé et c'est un feu d'artifice. Voilà. Alors je pense que les gens en général sont plutôt contents parce que voilà, ils passent un bon moment. Puis même les jeunes, ils découvrent des films et des acteurs qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont envie de redécouvrir. Donc c'est un spectacle de transmission, d'évocation plus que d'imitation. Et j'étais très heureux, notamment parce que Jean-Paul Belmondo, avec qui j'étais très très ami, il est venu 4 fois voir le spectacle. Et ça, c'était vraiment ma grande fierté, d'autant plus que dans le spectacle, je l'évoque et je l'imite. Antoine Duléry, vous aimez la vie. Est-ce que le cinéma vous a aussi aidé à aimer la vie avec ses poumons offerts, au grand souffle du partage et de l'espérance? Oui. Le cinéma, bien sûr, le cinéma, c'était un rêve de môme, un rêve de gosse. Et puis j'ai réussi à le faire, en commençant par du théâtre, des petits rôles, etc. Et comme disait, vous savez, la grande philosophe Laurence Boutéon, qui est très connue, une grande philosophe tahitienne, elle disait il faut suivre sa pente du moment qu'elle monte. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai gravi les échelons petit à petit. Puis après, il y a eu des films populaires qui sont arrivés, évidemment, comme Camping, tout ça, évidemment Agatha Christie sur la 2. Donc tout ça, effectivement, m'a permis d'être populaire. Et j'en suis très fier, et d'aller au-devant des gens et de rentrer dans leur vie. Et c'est vrai que le cinéma, je crois, aide à vivre ceux qui le regardent et aide à vivre aussi ceux qui le font. Mais il faut pas se prendre... il faut faire ça avec beaucoup d'amusement. Et comme me disait, pour le citer aussi Jean-Paul Belmondo, il faut faire ce métier très sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc voilà, le spectacle, c'est ça. C'est pas un hommage poussiéreux, c'est un hommage délirant, burlesque par moments. Et je suis très heureux de vous l'entendre dire, un peu poétique par moment. Alors, La route est droite, mais la pente est raide, c'est un autre politique qui a dit ça. Mais justement, quand on va vous voir, il y a à la fois le rire. Est-ce que les souvenirs des films vous sont comptés par les spectateurs après en disant « Monsieur Antoine, grâce à vous, on a retrouvé cette émotion de jeune homme, de jeune fille, de dame ». Oui, parce que comme j'évoque les films, effectivement, et que je rentre dans les films, je rentre dans Les Enfants du Paradis, j'évoque Un singe en hiver à travers Jean-Paul, etc. Donc effectivement, les gens m'ont dit « Tiens, ça m'a rappelé des films ». Et puis, vous savez, à un moment donné, quand je convoque tous ces acteurs, je fais arriver comme ça, sans prévenir, Philippe Noiret. Et souvent, les gens, j'entends dans la salle « Ah !» Philippe Noiret. Ils sont contents de faire venir, que je le fasse venir, et donc ça leur ramène effectivement des souvenirs d'enfance, à des films qu'ils ont vus avec Noiret, des films qu'ils ont vus avec Serrault, des films qu'ils ont vus avec Jean-Paul. Donc souvent ils me disent « Ah, on est content, c'est vrai qu'on a envie de redécouvrir ces films ». Et encore une fois, les jeunes, eux qui ne connaissent pas ces films, ils me disent « Ah bah tiens, j'ai envie de les découvrir ». Et pour moi, c'est formidable, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un spectacle de transmission, parce que c'est pas un spectacle qui se démode, parce que je parle de gens, d'acteurs qui sont éternels, notamment grâce au cinéma, parce qu'avec le cinéma, on ne meurt jamais. Donc voilà, ce spectacle, je le joue depuis longtemps, et j'espère le jouer encore longtemps, parce que c'est encore une fois, un musée de ces acteurs. Et donc, comme c'est pas un truc sur la politique, ça se démode pas. Alors bon, malheureusement, il y a des acteurs évidemment qui disparaissent, donc ils rentrent à nouveau dans ce film. Je serais tenté de dire, en parlant de mon spectacle, presque ce film. Voilà. Merci beaucoup, Antoine Duléry. Merci à vous et merci pour votre première ici à Tahiti, puisque c'est le cas. Je suis très content d'être là. Donc 3 dates à partir de vendredi à la Maison de la Culture. Et merci, vendredi, vous nous avez donné samedi, dimanche. Envie d'y aller. Merci à vous. Merci et très belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Du sport, les forts du Braquet, du Jarret ne s'en laissent pas compter. Les cyclistes, après les excès de table, ont donc repris avec enthousiasme les échappées belles. Des faux plats aux lignes droites, les sportifs déroulent un programme fait d'excellence. Le plaisir est là, mais sous le vent et dans la pluie. Roulez jeunesse avec Nicolas Sfuir et Théva Levrat. Les vacances sont terminées, place aux entraînements sportifs. Seulement 5 cyclistes licenciés et leur entraîneur ont répondu à l'appel de la reprise, le tiers du nombre habituel. Mais peu importe, tous les présents veulent se dégourdir les jambes. Après un bref échauffement autour du complexe sportif, direction Motuuta, puis le col du Tahara. C'est parti pour 30 km, soit 1 heure d'entraînement. Par temps de pluie, il faut redoubler de vigilance. Toutes les consignes sont données. On reste bien groupés ensemble. Si
S'il y a quelqu'un qui a un problème mécanique ou autre, une chute, on s'arrête tous en même temps. Quand on a un gros groupe, les voitures elles ont plus tendance à freiner qu'à nous frôler à pleine vitesse, donc il y a moins de risques. Puis moi je les apprends aussi à rouler sur la route, à prendre les bonnes manières. Quand on est à droite, on met la main, quand on est à gauche, pareil. On signale les dangers aux copains. Donc ça évite quand même pas mal d'accidents. Systématiquement, un accompagnateur ferme la course au cas où. En général, c'est un parent bénévole. Le nettoyage des accotements, tous les gravillons, les végétaux, on ne se rend pas compte lorsqu'on est en voiture, mais lorsqu'on doit rouler près avec tous les automobilistes qui ne sont pas souvent très attentionnés pour les cyclistes, c'est excessivement dangereux. Donc en tant que parent, évidemment, on aime et on veut accompagner nos enfants au maximum. Ces jeunes cyclistes sont quasiment tous des passionnés de vélo depuis leur plus tendre enfance. C'est le cas du jeune Keahi qui a enfourché une selle dès ses 8 ans. C'est pour m'entraîner à faire des montées, pour faire du VTT de descente, ce qu'on appelle du downhill, pour m'entraîner à monter. Et pourquoi tu n'as pas intégré un club de downhill ? Vu que la discipline elle a chuté, parce qu'il y a moins de compétition, du coup je dois faire ça tout seul. Keahi fait partie de ces jeunes qui souhaitent continuer à pratiquer leur passion le plus longtemps possible. Il se verrait bien représenter la Polynésie aux Jeux du Pacifique en 2027. C'est bientôt le Pérou. Une jolie expression peut-être pour notre sélection du 17. Nous parlons de football et les qualificatifs pour la Coupe du Monde sont en cours. Nos jeunes talents ont bien débuté du côté des Fidji hier. Victoire contre la sélection du Vanuatu. 2 équipes de l'Océanie pourront valider leur billet pour cette compétition qui aura lieu au Pérou. Vous l'avez compris, nos jeunes Tahitiens ont gagné hier soir 2-1 avec de très très jolis buts. Et l'équipe tahitienne ce samedi, pour son 2e match, rencontrera la sélection venue des îles Cook. 2 équipes iront donc au Pérou. On croise les doigts pour nos jeunes sportifs. On va s'intéresser maintenant à la Calédonie. Monsieur Vauban chantait Léo Ferré à Nouméa. L'art du bagne vient de trouver une vitrine inattendue. Une 50aine de coquillages gravés par les bagnards va recevoir la lumière des visites, des pièces qui datent du 19e siècle. Elles disent l'histoire du caillou. Le musée de Nouméa vient de les acquérir. Beaucoup de finesse dans ce travail d'art et d'exécution. Reportage avec nos confrères de Nouméa, Natacha Nassau-Cognard et les images de Nicolas Fastel. Au musée de la ville de Nouméa, l'acquisition de cette nouvelle collection est accueillie avec enthousiasme. Nettoyée avec de l'acide sulfurique, anciennement appelé huile de vitriol, ciselée, gravée au burin par des bagnards, ces bivalves troca ou encore nautiles font partie intégrante de l'histoire calédonienne. Ces coquillages sont variés. On retrouve beaucoup la nacre, qui est un support facilement accessible qu'on trouve localement. Le troca également. Un peu plus rares sont les burgos, qui eux viennent probablement du Vanuatu. Et on suppose d'ailleurs que ces coquillages sont postérieurs à 1886, date à laquelle l'administration pénitentiaire a rendu officiel et légal le travail des artistes du bagne. Dès 1864 et l'ouverture du bagne en Nouvelle-Calédonie, la gravure sur coquillage est pratiquée de manière clandestine par les condamnés. D'abord interdite, elle est officiellement autorisée en 1886. L'administration pénitentiaire fournit les outils et la matière première. Elle représente la maison du directeur de l'administration pénitentiaire à l'île Nou. Elle est réalisée d'après photographie. Elle est d'une extrême finesse et on l'attribue à un faux monnayeur célèbre au bagne, Joseph Müller. Le commerce de ces coquillages gravés prend de l'ampleur avec diverses commandes passées par les voyageurs, le personnel du bagne et leurs familles. Des pièces rares, à l'image de ces portraits de femmes, gravés par Jacques-Joseph Dintroux, cordonnier de profession, condamné au bagne à perpétuité pour assassinat. Madame Agar, gravée ici par Jacques-Joseph Dintroux, est une figure connue de la culture parisienne, puisque c'était une grande tragédienne et qui avait d'ailleurs pris fait et cause pour la Commune. Et ici, on a Madame Melba, qui elle était une cantatrice australienne, pour qui d'ailleurs Escoffier a créé la pêche Melba, le fameux dessert. Ces coquillages, achetés à un particulier, viennent enrichir les collections du musée de Nouméa. Des collections qui nécessitent des recherches historiques avant d'être exposées. C'est superbe, c'est très très beau.
Le temps, lui, ici, en Polynésie, continue à faire des claquettes. Il pleut, il va pleuvoir. Vous voyez la photo sur la RDO ici, du côté de Faa. Rien de neuf à prévoir avant la semaine prochaine, si ce n'est de l'eau et encore de l'eau, notamment vendredi, avec un regain de précipitations. La Société, les Australes et les Tuamotu Ouest sont en couleur jaune. Vigilance également pour les amis de Rapa. Prudence donc sur les routes. Restez à la maison si vous n'avez pas d'obligation de déplacement. C'est quasiment la fin du journal. Nous vous rappelons l'information principale qui va rebondir demain. Pour les syndicats, pas question de voter le budget de l'hôpital. C'est la conclusion de leur réunion cet après-midi. Pendant ce temps, la CPS, elle, aurait annoncé un apport de 2 milliards pour les représentants du personnel. Il s'agit seulement d'une avance sur déficit. Les syndicats veulent des assurances plus solides. Le conseil d'administration se tient demain et le personnel promet d'être devant les portes de l'hôpital durant cette réunion d'importance. Nous y serons, nous, également. On va s'intéresser maintenant au programme de la soirée sur La Première. La Première va célébrer les 20 ans du FIFO avec un documentaire de Saleur des profondeurs. On va s'intéresser au monde de la mer et de l'océan. Et ensuite, on va également avoir un très très beau rendez-vous avec la folle aventure du chocolat. Si vous êtes gourmand, c'est vraiment le moment idéal pour rester avec nous. Le FIFO, ce sera tous les mercredis soirs sur les antennes de La Première pour le 20e anniversaire. Travail de la presse écrite, tradition dans notre rendez-vous d'information. Vous le voyez, nos confrères de Tahiti Info sont allés voir la CPME pour connaître son regard sur la vie sociale du pays. Nous voulons de la stabilité et des gens compétents à découvrir dans les colonnes demain du journal quotidien du pays. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal sur La Première. Demain à la radio, vous le savez, l'information signature Carlos et Ibrahim pour les matinales. Que les songes vous soient agréables sous l'étoile des espérances. À demain soir et bonne nuit. Merci encore. À demain. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.